Après cette petite introduction, je passe la parole à Stéphane Beau, qui, comme vous le savez, est professeur de sociologie à l'Université de Poitiers et qui, parmi ses ouvrages, a fait un livre un guide de l'enquête de terrain avec Florence Weber, qui est une ancienne collègue, donc que je connaissais bien, et puis un livre qui est plus connu peut-être, un retour sur la condition ouvrière avec Michel Pialou, qui date déjà de 1999 et qui à l'époque avait été beaucoup commenté. Voilà, Stéphane Beau, je vous passe la parole. Bon, merci beaucoup. Merci pour cette invitation, parce que je trouve je suis sociologue universitaire, mais je trouve important de pouvoir discuter avec des personnes comme vous qui agissez dans ces lieux qui sont essentiels à mon avis aussi. Donc je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de ne pas présenter le livre comme ça, mais je vais donner un petit peu un préalable, commencer par un préalable. Il se trouve que j'ai travaillé avec Gérard Noiriel, il se trouve que je connais bien Philippe Portier, et il se trouve qu'en fait, sur ces questions-là, je pense que je vais commencer par dire pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que j'en ai écrit d'autres avant, hein, mais je vous remercie d'avoir cité ce livre Retour sur la condition ouvrière, parce que justement, si on va parler de ces questions d'immigration, je reviens sur ces questions de mots. Pour ceux d'entre vous qui avaient un certain âge, entre guillemets, vous savez sans doute qu'avant on ne disait pas immigré, on disait travailleur immigré. Et tout d'un coup, l'adjectif est devenu substantif. Et ça, je pense que c'est important de reprendre des questions à leur base, on pourrait dire historiquement, pour voir que moi, ce qui m'intéresse depuis que je suis sociologue, ça fait déjà maintenant 30 ans, je fais ma thèse à Sochaux-Montbéliard avec mon prof et copain Pialou, j'ai étudié entre 89 et 96 la manière dont les enfants d'ouvriers cherchaient à éviter à tout prix l'usine pour entrer dans les études supérieures, pour éviter à tout prix d'être considérés comme des citoyens de seconde zone en devenant ouvriers. Donc j'ai travaillé sur l'effondrement du monde ouvrier. On a appelé ça retour sur la condition ouvrière, mais ça correspondait davantage à ce que Daniel Kergouat a appelé, ou un autre collègue a appelé la défaite ouvrière. Donc en fait, ce qui m'intéresse profondément, c'est pas que les immigrés, c'est justement la question de l'immigration vue dans son aspect global, notamment en rapport étroit avec les destins de la classe ouvrière. Alors, donc ce livre-là, La France de Belloumi, il intervient après plusieurs autres livres. Il y a un livre à mes yeux important, mais pas certainement lu, parce que ce n'était pas un grand livre, mais c'était un livre un peu d'intervention, qui s'appelle Pays de malheur. Un jeune de cité écrit à un sociologue. C'était un jeune qui s'appelle Younes Amrani, qui est de la région lyonnaise, on va dire, né en 1974, fils d'immigrés marocains, qui avait lu la deuxième partie de ma thèse, qui s'appelle 80% au bac et après. Ce livre-là, 80% au bac et après, c'était un livre qui cherchait non pas à critiquer cette politique chevènement de procédé d'études, mais qui cherchait à en montrer l'ambivalence, les contradictions. J'ai fait un débat avec Finkielkraut, bien sûr, qui a saisi l'occasion pour dire tout ça c'est de la merde, il aurait jamais fait faire ça, mais je dis non, j'ai pas voulu montrer ça. J'ai voulu montrer que c'était ambivalent. Et donc ce jeune Younes Amrani lit ce livre et puis me envoie un mail passionnant avec le titre « Mille merci ». Et il me dit « Mais comment vous avez fait pour raconter mon histoire à moi, qui habitait à 500 km de Montbéliard, alors qu'en fait, cette histoire de ces 5 jeunes de Montbéliard, d'origine immigrée pour la plupart, c'est mon histoire à moi. » Et en PS, il met « Enfin, ma femme, Sophia, sait pourquoi j'ai raté mes études supérieures. » En fait, à partir de là, il y a eu on a eu un long échange mail pendant quasiment 9 mois. Et ce livre-là est sorti, Pays de malheur, qui est une sorte de récit de l'intérieur de ce que vivent les enfants d'immigrés marocains, il se trouve. Donc voilà, c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup touché parce que j'ai eu beaucoup de retours. On avait eu l'astuce de mettre nos mails tous les deux, Younes Amrani et moi. Et donc, grâce à ce mail qui était au début du livre, on a eu beaucoup de retours. Et je disais en blaguant que j'aurais pu ouvrir une agence non pas de life story, mais de récits d'enfants immigrés, notamment de jeunes filles qui se sont reconnues à travers l'histoire d'un mec, entre guillemets. Donc cette question-là, en fait, pour résumer, cette question du destin des enfants d'immigrés, et notamment algériens marocains, elle me touche profondément parce que j'ai été, peut-être comme certains d'entre vous, jeune professeur de lycée. Mon premier poste de professeur de SES, sciences économiques et sociales, c'était au lycée Carnot à Dijon, un lycée de prépa. Et c'est là que j'ai, en 83 à 84, c'est là que j'avais à la fois des enfants d'immigrés algériens que je voyais arriver dans les classes, et j'avais dans ma classe, une de mes classes un peu dures,
dure politiquement, 2 jeunes militants de Front National Jeunesse, dès 83-84. Et donc j'ai vu tout de suite, ça m'a beaucoup marqué comme prof, cet antagonisme, et c'était le moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on a appelé marche des beurs. Et donc depuis ces années-là, j'ai, comme sociologue, mais aussi comme citoyen, la conscience très vive que ces enfants d'immigrés maghrébins, dont on parle, prenaient, je parle à l'imparfait justement, prenaient naturellement leur place dans la société française, mais non sans difficulté, non sans drame parfois, non sans refus. Ici ou là, et notamment ce refus exprimé très fortement par le Front National, puisque c'est quand même au départ, Dreux, etc., ça vient en partie de là, ça vient de l'émergence de cette deuxième génération, ce marché du travail, dans l'espace public, etc. Donc ça fait 30 ans, avec Noiriel, qui a écrit ce très beau livre, Le Creuset français. Le dernier chapitre du Creuset français de Noiriel, c'est qu'on soit fils d'immigrés polonais, italiens, belges, peu importe, les processus d'intégration se passent toujours de la même manière, ça se passe jamais comme un long fleuve tranquille, il y a toujours des résistances, mais in fine, ça se produit. Et ça marche, entre guillemets, à supposer bien sûr avec le carburant essentiel, qui est bien sûr la question décisive de l'emploi. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en fait, ce livre-là, 30 ans plus tard, c'est un livre qui est un livre de circonstances, mais qui essaye d'enfoncer un peu le clou dans un contexte bien sûr sociopolitique qui va complètement à l'envers, puisque nous avons non seulement, bon, en 2 mots, je fais une introduction là-dessus, c'est bien évidemment, il y a cette famille dont je vais parler, l'intégration tranquille et silencieuse des Belloumi, et puis parallèlement, à côté, juste à côté, malheureusement, bien sûr, il y a les djihadistes de l'intérieur. Ceux qui sont nés en France, qui ont grandi en France, et qui sont devenus Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, la Rossi Abala, celui qui a égorgé de policiers à Manon-Vif, etc. Donc voilà, non pas le paradoxe, mais la difficulté justement pour les sociologues aujourd'hui de parler de ces questions-là, c'est qu'il faut avoir les 2 perspectives en même temps. C'est-à-dire comprendre, ce qui me paraît le fait majoritaire, à savoir cette famille Belloumi, et puis comprendre aussi, bien évidemment, ce qui est un fait minoritaire, mais extrêmement important politiquement, médiatiquement, c'est l'émergence de ce petit groupe, certes minoritaire, mais très très agissant, de ces djihadistes de l'intérieur. Donc voilà, donc ce que j'ai voulu, voilà, moi donc je dis bien au départ, je ne suis pas complètement naïf, je ne suis pas le sociologue complètement perché, bien évidemment, je sais qu'il existe à côté des Belloumi la famille Merah. On pourrait d'ailleurs s'amuser à comparer terme à terme les familles pour voir à quel point, bien sûr, la question de la famille reste absolument décisive sur cette question-là. Donc, ce que je vais faire avec vous, donc, je ne vais pas parler que du livre, je vais quand même revenir sur, quand même, la sociologie d'immigration, qu'est-ce qu'elle nous dit, et puis 2, je vais vous raconter l'enquête, et puis 3, je vais vous raconter ses résultats, et je finirai, puisque parmi vous, j'imagine, il y a des enseignants ou des gens qui travaillent dans l'éducatif, avec l'éducation, pardon, je ferai quelques extraits, parce que ce livre-là, je l'ai présenté l'an dernier dans 20 lycées, 5 à Paris, en banlieue parisienne, et autrement à Pau, à Lyon, à Toulouse, à Bourg-en-Bresse, invité par des profs de SES, et j'ai présenté ce livre-là devant des dizaines d'élèves, et à la suite, je demandais aux élèves de me faire un petit compte-rendu de la manière dont ils avaient perçu, compris ou non la conférence. Et vous verrez, je trouve assez intéressant, je trouve en termes de réception du livre, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas l'immigration. Alors, premier point, donc, en 2 mots, cette France des Belloumi, en fait, il n'y a pas de découverte majeure, puisque un des grands sociologues français, que vous connaissez peut-être, s'appelle Sayad, c'est pas un sociologue français, c'est un Algérien. C'est un sociologue algérien qui a instit au départ, fils de Kabyle, qui a réussi le concours d'entrée en 6e, qui devient instit à l'école normale de Bourizza en Alger, et qui a la chance, qu'il provoque, de rencontrer Bourdieu, quand Bourdieu est assistant de philosophie à Alger, entre 58 et 60. Et de cette rencontre avec Bourdieu, qui a juste 3 ans de plus que lui, naît une relation à la fois de travail et amicale extrêmement forte. Et donc Bourdieu et Sayad ont signé 2 grands livres sur l'immigration algérienne, notamment Déracinement. Et quand Sayad a compris tout de suite que l'Algérie dès 63 c'était cuit, il est venu en France, et Bourdieu, pendant 15 ans, il a fait trouver des petits boulots, etc. Et en 77, Sayad entre au CNRS, et il va faire une série de travaux absolument remarquables sur l'immigration algérienne. Vous savez très bien qu'en général, les sociologues ne sont pas lus,
ceux qui sont lus, ce sont des essayistes. Les sociologues, comme vous avez dit, un bouquin de sociologie, on le cache dans le rayon sociologie d'une grande librairie. Pour être sociologue, à part Bourdieu, parce que c'est un grand nom, hein, mais un peu Touraine, un petit peu Dubé, mais la plupart du temps, les sociologues, les travaux des sociologues ne sont pas lus. Mais Sayad, par exemple, c'est bien évidemment quelqu'un qu'il aurait fallu lire depuis 30 ans. Puisque dans le travail de Sayad, il y a une création de la sociologie de l'immigration algérienne, il y a un texte merveilleux, que très peu de gens ont lu, parce que voilà, on ne lit pas les sociologues, un texte superbe, qui a été adapté d'ailleurs au théâtre, qui s'appelle Les enfants illégitimes. Les enfants illégitimes, c'est un long entretien, c'est un texte de 120 pages, qui a été republié en livre, c'est un long entretien avec une jeune femme qui s'appelle Zawa, qui est née en 54 en France, une famille algérienne. Ses sœurs aînées sont algériennes, parce qu'elle est née en Algérie, elle est née française. Et elle va raconter à Sayad toutes les contradictions sociales que vivent ces filles d'immigrés dans ces années 70, quand on s'appelle Zawa, qu'on a un père algérien, ouvrier spécialisé dans une usine, et qu'on cherche à faire des études supérieures. Et les enfants illégitimes, c'est illégitime non pas au sens biologique du terme et juridique, c'est au sens sociologique du terme. C'est des enfants qui ne devraient pas naître, qui n'auraient pas dû être là en France, et qui, comme le dit le père en kabyle, traduit par Sayad, qui sont des enfants monstrueux. Monstrueux parce que issus de la socialisation française, qui vient contrecarrer la socialisation familiale, notamment dans les années 70, avec ces moments d'effervescence de 70, moments féministes, etc. Donc c'est un très très beau texte sur justement les contradictions sociales très fortes de ces enfants d'immigrés. Donc on a sur ces questions-là énormément de choses qui ont déjà été faites. Donc je vous le redis, c'est juste ça pour vous. Ces bouquins existent. Un très beau livre de Sayad qui s'appelle La double absence, en point-seuil, qui est un livre absolument passionnant sur justement l'histoire compliquée, l'histoire sociale de cette immigration algérienne, avec cette idée du double mensonge, puisque quand ils sont venus en France, les immigrés algériens, c'était bien sûr prévu comme une immigration provisoire, tant de la part de l'État algérien que de la part de l'État français. C'est ça qui est intéressant. Sayad montre bien toutes les contradictions. Tout le monde fait semblant. L'État français fait semblant qu'ils seront là provisoirement. L'État algérien fait semblant de savoir qu'ils seront en France provisoirement. Les familles algériennes, les pères notamment, font semblant d'être là provisoirement. Et puis, au fil du temps, cette immigration s'installe. C'est ça qui est intéressant dans ce travail de sociologue, c'est que c'est vraiment ce que Sayad appelle, et je pense que c'est ça qui est beau dans la sociologie, parce que je fais partie des gens qui pensent que la sociologie est belle, c'est une psychanalyse sociale du groupe immigré algérien. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, cette ode à Sayad, il fallait le dire, parce que je pense que c'est quand même un très grand auteur qui n'est pas assez lu, j'en viens maintenant à mon enquête, entre guillemets, à ma petite enquête, pour essayer de vous montrer à la fois comment je l'ai faite et quels sont les résultats. Vous avez à juste titre indiqué le fait qu'effectivement, sur ces questions-là, on a quand même en France la chance d'avoir encore une statistique publique. Donc on a une enquête qui est une belle enquête, Théo, Trajectoire et Origine, qui donne des choses assez intéressantes. Il y a un bouquin de 600 pages qui a été publié à l'INED. Donc on a, si jamais ça vous intéresse, l'enquête Théo, Trajectoire et Origine, on a énormément de données sur ces questions. Quand je fais des PowerPoint, je donne plein de statistiques. Je commence par les statistiques. Par exemple, j'en ai une de mémoire. Aujourd'hui, grâce à Théo, on a eu une enquête sur la religion. On n'a pas le droit de poser ces questions-là, mais Errand avait obtenu. Et donc on a, en deux mots, pour les enfants de natifs, de parents français, 20% des enfants de français aujourd'hui, dans l'enquête Théo, groupe témoin, 20% des jeunes de 18 à 40 ans, je crois, pas jeunes, accordent assez d'importance ou beaucoup d'importance à la religion, 20%. 90% pour les enfants de Sahéliens, 71% pour les enfants d'Algérie. Donc on voit très bien que sur ces questions de la religion, il y a bien évidemment, l'enquête Théo a pu mesurer statistiquement ce que tout le monde perçoit, à savoir l'importance du fait religieux, notamment du rôle de l'islam, pour les immigrés, mais aussi pour les enfants d'immigrés. Il suffit d'aller dans telle ou telle mosquée pour voir, ou à côté des mosquées ou dans les rues, pour voir l'importance que ça peut avoir. Il suffit d'aller dimanche matin dans une église pour voir la différence. Donc, on a des enquêtes statistiques. Moi, l'enquête que j'ai faite, entre guillemets, c'est une enquête, on va dire, de terrain ethnographique sur le cas d'une famille. Donc, bien sûr, la question un peu méthodologique, épistémologique, c'est savoir comment on peut travailler sur une famille alors qu'il y en a tant d'autres. Donc, j'y répondrai à cette question à la fin. Alors, premier point, je n'ai pas voulu travailler avec cette famille Bédoumi. La première chose importante, c'est que cette famille, elle est quasiment venue à moi.
Au départ, je ne les connais pas, donc je suis désolé pour ceux qui ont lu le livre, mais j'imagine la majorité vous ne l'avez pas lu, donc je fais le pitch, hein, je résume. Au départ, je suis sociologue, prof de fac, c'est en 2012, je suis à l'époque enseignant à Normal Sup, et donc quand on est enseignant à Normal Sup, on est super sollicité pour faire le prof de l'école normale, invité à droite à gauche, donc je suis invité dans une mission locale de Seine-Saint-Denis pour faire un topo sur la jeunesse, pour célébrer les 30 ans de mission locale à Montville. Tout ça est anonyme, bien sûr, dans une ville de Seine-Saint-Denis. Je fais ce topo avec, il y a pas mal de monde, il y a 150 personnes dans un cinéma, donc la mission locale du coin a rameuté les troupes, les jeunes, les moins jeunes, les éducateurs, etc. Et à la fin de mon topo de sociologue, je descends les marches de cette salle de cinéma, et dans les allées, il y a en fait trois femmes que je vois assez jeunes, qui viennent à ma rencontre, qui m'attendent visiblement, et en fait, c'est l'une d'entre elles qui s'avérera la fille aînée, qui joue un rôle majeur dans l'enquête, qui va s'appeler Samira, qui me dit « Merci monsieur pour ce que vous avez dit, ça nous fait du bien ». Et cette double, cette phrase, ce doublet, ça m'a bien sûr frappé, ça m'a intéressé aussi, donc bien évidemment, j'allais pas dire ciao, bonsoir, donc j'ai bien sûr continué la discussion, on a commencé à parler, il se trouve que les deux autres femmes qui étaient à côté, c'est les deux sœurs, et puis comme c'est au mois de juin, il fait beau, on va rester à peu près 3/4 d'heure ensemble, lors du pot, c'est une esplanade, donc on discute assez longuement, et en fait, en discutant comme ça, il n'y a pas de magnéto qui tourne, rien de tout, hein. Je m'aperçois que leur histoire est assez singulière, relativement singulière et banale, puisque finalement, je comprends qu'ils sont 8 enfants, je comprends que le père est un immigré, comme je dis, à la Saïade, venu des années 70, ouvrier, manœuvre, qu'ils sont là en France depuis 40 ans, qu'ils sont les 8 enfants, tout de suite je sais, au bout de bien sûr une demi-heure, je ne sais pas, que les 8 ont tous un emploi, aucun n'est au chômage, tous votent politiquement, voilà, ce sont des citoyens comme nous autres, si on peut dire. Et bien sûr, cette histoire familiale que je vois se profiler sous mes yeux, on pourrait dire, ça m'intéresse. Donc à la fin, parce que j'avais dans ma thèse fait aussi une histoire familiale, et donc à la fin de la discussion, et je trouve qu'elles sont très sympas. Là, je dis toujours ça aux étudiants, ne vous emmerdez pas des enquêtés pas sympas, il y a des gens suffisamment sympas et intéressants et prolixes pour pouvoir enquêter avec eux, ne vous tapez pas des gens qui ont soit aucun intérêt, soit qui sont revêches. Il se trouve qu'elles sont très sympas et très désireuses de parler. Et je le sens, on pourrait dire, très vite. Et donc à la fin, je leur demande, mais est-ce que ça vous intéresserait pas que je fasse une sorte de travail, je ne dis pas enquête, auprès de vous, de votre famille, pour faire peut-être une histoire de famille. Et donc ça les intéresse, avec, ce sera un peu le mot-clé, le sésame de l'enquête, ce que je vais dire par mail, par SMS, que j'aurai bien sûr tout de suite les 8 mails et SMS des 8 frères et sœurs. Je leur dis, je vais avec vous essayer de raconter l'histoire ordinaire d'une famille algérienne ordinaire. Voilà. Exactement le truc non sensationnel, le truc où j'ai jamais été invité dans ce bouquin, aucune télé ne m'a invité, parce que c'est vraiment un truc zéro suspense, aucun sensationnalisme, il n'y a pas de barbu, il n'y a pas d'égorgeur, il n'y a pas de violeur, il n'y a pas de violé, voilà. Il n'y a rien de sensationnel. C'est une histoire ordinaire, et c'est ça qui les intéressait. C'est ça bien sûr, c'est ça qui a fait que ça a marché, parce que tout d'un coup, bien sûr, ce qui est très important, c'est qu'on est en juin 2012, et ça je le saurai un an après, quand je vais faire un long entretien de bilan avec la sœur aînée Samira, qui va jouer, je reviendrai, un rôle majeur dans l'enquête, on est 3 mois après les attentats de Mohamed Merah à Toulouse. Et la sœur aînée, Samira, me le dira après, qu'elle a été 3 jours en maladie. Elle est infirmière, devenue cadre de formation à la PHP, etc. Donc elle a été 3 jours malade de ça. Tellement elle a vécu ça comme un affect profondément affecté, parce qu'elle a perçu comme une violence terrible, extraordinairement terrible. Donc ça l'a beaucoup touchée, parce que bien sûr, elle s'appelle Samira Belloumi, et lui s'appelait Mohamed Merah. Et donc bien sûr, l'amalgame était visible, et tout le monde l'a vu, et tout le monde l'a reconnu, etc. Donc, en fait, il y a ça aussi derrière, dans l'enquête, il y a, de la part de Samira Belloumi, la sœur aînée alliée d'enquête, cette idée de réhabilitation, de tentative de réhabilitation de son histoire familiale, mais aussi de l'histoire du groupe auquel elle appartient.
Donc ça c'est, on pourrait dire, le début de l'enquête, il est fortuit, mais il n'est pas entièrement fortuit, bien sûr, parce que si elles viennent vers moi, notamment Samira Méloui, c'est parce qu'à l'époque, je suis prof à normal sup, j'aurais été prof à Poitiers, je pense pas que ça aurait été aussi fort. Il y avait l'effet, voilà, l'effet du label normal sup, elle est abonnée à Philosophie Magazine, elle écoute France Culture, parce que c'est quelqu'un qui aurait dû faire des études de lettres ou de philosophie, mais pour des raisons matérielles, dès qu'elle a eu son bac, elle a passé le concours d'école d'infirmière, parce que c'était 2 ans d'études, 3 ans d'études, et qu'elle pouvait gagner de l'argent en étant infirmière, etc. Donc voilà, elle n'a pas eu le choix. J'explique à mes étudiants, tout le monde n'a pas le choix de faire que ce qu'il veut. Elle n'a pas eu le choix, elle a pu faire des études supérieures, mais extrêmement contrainte, et surtout pas ce qu'elle voulait faire. Jamais ses parents à l'époque n'auraient voulu, n'auraient accepté qu'elle fasse des études à la fac. Donc, on pourrait dire que l'enquête, elle part de ce lien très fort entre les 2 sœurs, les 3 sœurs aînées, les 2 sœurs aînées et moi, autour de, on va raconter ça. Et pourquoi ça marche aussi, très important, j'ai oublié de le dire, il y a 8 enfants, 5 filles, 3 garçons, et un groupe extrêmement clivé, puisque les 5 filles ont toutes bac plus 3, bac plus 4. Elles ont fait des études universitaires, des IUT, des IUT, DUT, sciences d'éducation. Elles sont éducatrices spécialisées, infirmières, chargées d'insertion, cadre moyen, on va dire. Et les 3 garçons, aucun n'a le bac. Un a un bac pro, mais aucun n'a le bac général. Aucun n'a fait d'études supérieures. Donc déjà, dans la famille... Donc bien sûr, il y avait un enjeu très important dans l'histoire de l'enquête et l'histoire du livre, c'est de dire finalement, il ne faut pas que je fasse qu'un entretien et qu'un travail sur les jeunes femmes qui sont pas forcément des success stories, mais voilà, elles sont dans une forme de réussite quand même, forme de réussite professionnelle et sociale. Il faut que je vois les garçons aussi. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, la sœur aînée me dira aussi que ce qu'elle avait beaucoup apprécié dans mon petit topo, c'était le fait que j'ai essayé de montrer pourquoi les garçons avaient parfois parcours déviants, pas tous, mais une partie d'entre eux, parce que bien sûr, quand elle m'a écouté, elle a tout de suite pensé à son frère, qui a 5 ans de moins qu'elle, Rachid, qui est né en Algérie comme les 3 aînés, qui a eu une période, on va dire, délinquante, entre 16 ans et 22 ans, qui a fait 6 mois de prison pour vol qualifié, et qui ensuite, après 22 ans, s'est rangée, mais elle a été profondément marquée par cette histoire-là, l'histoire de son frère, qui est sorti des sentiers battus et qui a bien sûr emprunté la ligne, qui a dépassé la ligne rouge. Mais toujours loin des parents. Son vol, il l'a fait à Marseille, ils habitent dans le centre de la France. Je pourrais entrer dans le détail de ces questions-là. Donc voilà, donc l'idée principale, c'est que les garçons ont accepté parce que la sœur aînée les a obligés. Parce qu'il y avait là aussi, ce qui est intéressant aussi, une histoire de famille, une biographie familiale, c'est que bien sûr, la sœur aînée a joué historiquement un rôle de seconde mère quand les enfants poussaient, parce qu'il y a 8 enfants derrière, il y a eu 8 enfants au total, mais ensuite, en grandissant, en devenant infirmière, en s'installant à Paris, ensuite responsable de formation, Master 2, maintenant elle est 4 supérieure, voilà, c'est quelqu'un qui joue le rôle, voilà, qui joue un rôle majeur dans la famille. Elle m'a dit qu'en 2016, c'est juste après, grâce en partie à l'enquête, qu'elle m'a dit qu'elle a lâché prise, puisque jusqu'en 2016, elle envoyait un SMS global à tous ses frères et sœurs, chaque jour, chaque soir, pour savoir comment ça se passait. Donc vous voyez, là aussi c'est intéressant de voir qu'une de ces caractéristiques-là, qu'on oublie, qui sont comparées avec les classes populaires, c'est que ces familles immigrées qui tiennent, celles-ci en tout cas, elles sont extrêmement unies, avec un lien de solidarité extrêmement fort, ce qui pose d'ailleurs un tas de questions sur la place des conjoints dans cette famille. Alors, donc ça, on pourrait dire, l'enquête, c'est pas moi qui ai décidé d'eux, mais ça s'est fait sur l'enquête aussi, parce que c'est très important que les sociologues racontent comment ils font l'enquête. C'est important parce que vous compreniez que les entretiens que j'ai pu faire avec eux, avec elles, c'est des entretiens qui durent en général au moins 1h30, 2 heures, et avec la sœur aînée, j'en ai fait 18, donc j'ai à peu près 1200 pages de textes dactylographiés. Avec les autres, j'ai fait 2, 3, 4 entretiens dans la durée, sur 4 ans. Voilà, donc on a un matériau, comme on dit, assez important, voire très important. Et bien sûr, le livre, j'aurais pu faire un livre de 1000 pages, mais bon, bien sûr, les éditeurs ne veulent pas, ils ont raison, il faut réduire. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on fait ces entretiens. C'est-à-dire que ce n'est pas des entretiens à micro-trottoir, ce n'est pas des sondages, et qu'est-ce que vous pensez de ci, ce sont des entretiens qui, dans un premier temps, étaient très biographiques, racontez-moi votre vie, et au bout de 2 ans d'enquête, j'ai poursuivi l'enquête, le livre et l'enquête a changé de ton en 2015, ce n'était pas prévu bien sûr, les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, et à ce moment-là, j'ai commencé aussi l'enquête a un peu changé de cours, et j'ai voulu les suivre dans le temps. Voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est la troisième partie du livre, c'est qu'est-ce que c'est qu'une famille algérienne face aux événements historiques de la période.
Et pour vous donner un exemple très marquant, si on peut dire, c'est que, voilà, c'est pas que des entretiens. Je vous donne un exemple d'enquête de comment ils sont 8 enfants, la 7e s'appelle Amel, je l'appelle Amel, elle est assistante sociale. Il se trouve que elle est à Paris, pour gagner un peu d'argent, elle est devenue assesseure dans un bureau de vote pas trop loin d'où j'habitais. Et un dimanche, l'élection régionale en décembre 2015, je vais la voir à son bureau de vote pour discuter avec elle, elle s'ennuie, il n'y a pas grand monde, etc. Et 5 heures plus tard, je reviens, je lui amène un éclair au chocolat. Et ensuite, à la suite de cette rencontre, entre guillemets, je la vois, et puis je lui dis, mais le soir même, tiens, Amel, tu devrais me raconter ta journée comme assesseur de vote dans ce bureau du 20e à Paris. Et elle m'envoie, très disciplinée, obéissant au sociologue, obéissant à l'enquêteur. Le soir même, à 23h30, elle m'envoie un long mail de 4 pages, qui est en partie dans le bouquin, où elle me raconte l'observation, on pourrait dire, l'observation directe de ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle a vu, c'est des gens assez âgés, venant, une dame de 87 ans, toute chevrotante, avec sa canne, aidée par sa fille, mettre ce bulletin de vote. Et là, elle s'est aperçue de la puissance du vote. Et tout d'un coup, elle a une sorte de flash, de découverte sociologique, à quel point le vote c'est important. Et elle s'est aperçue, en regardant les bureaux de vote, que tous les siens, comme elle dit, d'origine maghrébine, les absents, ceux qui ne votent pas, c'est eux. Donc elle se met en colère contre eux quand elle voit justement cette comparaison, ces personnes âgées qui viennent poser à quel point c'est important, notamment pour les femmes bien sûr, ce bulletin de vote qu'on met dans l'urne. Donc, voyez, donc ça, ce genre de situation, après, quand elle me raconte ça, je trouve ça tellement intéressant que je la relance en disant, tiens, Amel, j'ai envie de parler avec toi de ton rapport aux politiques. Et donc, une semaine plus tard, j'ai un entretien passionnant avec elle, en 2 heures, dans un café du 20e, sur comment, au départ, en tant qu'étudiante, mais ayant fait un bac STT, pas un bac ES comme ses sœurs, et étant moins assurée scolairement, comment, quand elle arrive en fac de sociaux dans cette ville de Préville, elle n'ose pas, la politique c'est trop loin d'elle, elle assiste une fois à une conférence, un café d'étudiants autour de la politique, et puis tout le monde demande son avis, c'est sur la démocratie. Ils étaient tous là en philo, en lettres, ils parlaient comme des livres, et nous, mes 2 copines, on était comme des cruches, on n'avait pas un mot à dire, et elle a mis 3 ans à s'en remettre, et c'est quand elle réussit le concours d'école d'infirmière, d'école d'assistance sociale, que là elle se repolitise, parce que pendant 3 ans, elle a dû digérer justement tout ce que Bourdieu appelle, voilà, tout ce que Bourdieu a montré dans la distinction sur le rapport à la politique, l'autocensure politique. Donc c'est juste pour montrer aussi que ce type d'entretien, d'enquête, c'est pas comme ça, voilà, ce sont des relations de confiance qui ont été établies sur la durée, qui fait que par exemple pendant 3-4 ans je leur envoyais des textes, des articles du Monde, de Libé, Télérama, soit Télérama, mais des articles, voilà, des livres, voilà, il y avait un vrai échange avec les athées de la famille bien sûr, parce que les garçons rien, je leur envoyais des textes, ils répondaient pas, parce que bien sûr j'étais le prof, je finirai là-dessus. Pour les garçons, le 3e, il s'appelle Mounir, il n'a pas de BEP, il est au départ vendeur, il est toujours vendeur, il habite un HLM avec une de ses parents, lui, il ne voulait pas participer à l'enquête. Et au bout de 2 ans, j'ai dit à la sœur aînée, à Samira, il faut, pour le bouquin, il faut que je puisse l'avoir, entre guillemets, le choper. Et à ce moment-là, elle dit pas de problème, elle met tout son entrejambe dans la balance, et elle me dit pas de problème, il accepte la semaine prochaine, tel jour, à midi, entre midi et 2. Et quand je fais l'entretien avec lui dans un café, la deuxième chose qu'il me dit, c'est, vous savez Stéphane, l'école, ça n'a jamais été mon fort. Donc en fait il se met bien sûr en comparaison avec ses sœurs, c'est l'école, c'est des frangines, mais l'aînée Samira, comme elle dit, elle se met des nœuds dans le cerveau, etc. J'ai rien à voir avec elle. Bon. Et après quand je discute politique un peu avec lui, j'arrive à faire ça entretien quand même pas trop mal au bout d'1 heure et demie, et j'ai dit tu vas quand même voter. Bah oui j'ai voté. Pourquoi tu dis ben oui parce que Leïla, c'est la deuxième sœur, c'est la plus politique. Leïla, elle nous appelle à 10h, à midi, à 2h pour savoir si on a voté. Donc elles sont là, les frangines, elles appuient, tu vas voter. Et puis tu vas voter quoi? Bah, je vais voter ce que Leïla me dit de voter. J'y connais rien. Et c'est les représentantes, celles qui ont le droit, voix au chapitre, qui ont le droit à la parole. Donc là, toutes ce qu'on appelle la domination symbolique, le rapport à la culture, ça marche très bien aussi. Et c'est pas que pour une famille d'immigrés, bien sûr, parce que c'est transposable. Donc, en 2 mots, voilà, l'enquête se fait comme ça. Alors maintenant, j'en viens un peu plus, on pourrait dire, aux résultats. Les résultats, ils sont à la fois... Quoi, les résultats? Il n'y a pas de résultats probants. Quoi. Il y a
cette histoire de famille est intéressante dans l'histoire. Voilà, je donne 2 résultats principaux. Et puis après, je viendrai sur la réception des... Les résultats principaux, c'est comprendre effectivement ce qui est une énigme sociologique qui contredit toutes les lois de la production de Bourdieu, Passeron et tous les autres. C'est que dans une même famille, comment expliquer qu'il y a de tels écarts entre garçons et filles alors qu'ils sont à CSP constant. Les 2 pères, le père est ouvrier dans le bâtiment, manœuvre, travaille avec la pioche. Madame Belloumi est femme au foyer jusqu'à 40 ans. Ensuite, elle a le grand bonheur de sa vie. Elle finit femme de ménage dans un collège et ça a été pour elle merveilleux. Racontez ça, que pour une femme immigrée qui toute sa vie a élevé ses 8 enfants, etc., femme de ménage dans un collège, c'est rencontrer des copines, avoir des copines, être respectée par le chef d'établissement, avoir sa place dans la société française, avoir son permis de conduire, passer son permis de conduire, acheter sa bagnole, être autonome, etc. Quand j'étais un an de prof, j'avais dirigé un très beau travail sur passer le permis d'une étudiante qui est maintenant prof de SES, un passionnant travail sur passer le permis chez les femmes immigrées, notamment portugaises et marocaines. 7 fois, 8 fois, 9 fois, on passe le permis, on rate le code, mais on le passe 8, 9 fois, tellement c'est important. Et donc, des résultats, c'est qu'effectivement, du côté de donc les 2 parents, voilà, CSP moins, on va dire, donc globalement, statistiquement, toutes les enquêtes sociologiques le montrent, il y a plus de chances de moins réussir ses études, on va dire, mais là on a une diversité, une divergence énorme entre garçons et filles. Donc bien sûr c'est une sorte d'énigme sociologique, parce que normalement on peut supposer que la situation familiale est primordiale, là elle ne l'est pas. Donc pourquoi la réussite des filles et pourquoi la non-réussite des garçons, qui n'est pas un échec total, mais en tout cas une moindre réussite? Bien pour les filles, il y a 2 raisons absolument fondamentales. La première raison, un peu paradoxale, c'est que les filles d'immigrés, notamment les 2 aînées, savent très bien, parce que la mère n'a que 16 ans d'écart, 17 ans d'écart avec la sœur aînée, avec la fille aînée, elles savent très bien que pour la mère à l'époque, le destin de ses filles aînées, c'est le mariage. Donc très tôt, dès l'âge de 8, 9, 10 ans, dès l'école primaire, elles savent que le passeport pour la liberté, ce sont les études. Ensuite, il y a l'appui du père qui travaille avec la pioche et qui dit tout le temps à ses enfants, moi, il parle très peu français, mais en français il dit, travaille avec le stylo. C'est ça l'objectif. Donc il y a un objectif qui est là, tenu par le père, et bien sûr approprié par les filles en disant, c'est par les études qu'on va s'en sortir. Donc une volonté de faire, une détermination de faire. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer un entretien superbe de 3 heures, l'instit de primaire des 2 sœurs aînées, qui m'a raconté, je me rappelle encore, j'accompagnais Samira à l'école, elle avait 8-9 ans, elle me disait, madame, moi je veux réussir. Elle se rappelait très très bien de cette petite fille 30 ans plus tôt, et aujourd'hui encore elle la voit chaque année. Et donc il y a cet aspect-là, la trajectoire, la pente, et puis bien sûr l'aspect essentiel qu'on a tendance toujours à sous-estimer, c'est bien sûr l'école, l'institution scolaire. Dans cette ville ouvrière de banlieue qui est depuis 1935 tenue par le Parti communiste, vous aviez dans les années 70-80 un corps d'instituteurs formés dans ce fameux moule de l'école normale, des hommes comme des femmes, qui sont là pour, et c'est leur vocation, faire réussir les enfants du peuple, qu'ils soient immigrés ou pas, on s'en fout. Et en particulier les filles d'immigrés, parce qu'elles savent que celles qui ne réussissent pas à l'époque, les années 70-80, c'était assez violent, il y avait des retours au pays, des parents qui piquaient le passeport, etc. Donc il y a une mobilisation des enseignants et surtout des enseignantes. Et c'est pour ça que les 2 sœurs aînées, vous, notamment la sœur aînée, Samira, vous, un culte éperdu à ces enseignants. Et c'est Camus, c'est tout, les enfants de niveau populaire et leurs enseignants. Elle, c'est exactement ça, puissance 2. Et donc, parce que quand elle arrive en France, Samira, elle a 7 ans, ils sont nés en 77, elle est née en 70, et quand elle ne parle pas un mot de français, et elle me raconte qu'on elle tirait la manche de l'instit pour qu'elle lui apprenne les mots, et puis cet instit-là, parce qu'elle redoute bien sûr, elle a une année, et cet instit-là, toute l'année du CP, va rester 1 heure, entre 16h30 et 17h30, pour être avec Samira, pour lui faire accélérer son apprentissage de la langue et de ça. Et ça, c'est bien sûr fondamental. C'est fondamental aussi, quand on dit l'intégration, dans la projection qu'on a du pays d'accueil. Parce que là, le mot a un sens. Le pays est d'accueil. Parce que dans ce lieu-là, en tous les cas, dans ce lieu-là qui est l'école, vous avez une équipe enseignante, des directeurs, des directrices d'école, qui sont présents. Rachid, qui était un enfant, un problème, puisque quand il avait 5 ans, comme il dit, je tapais les filles. Ce qui n'est pas bien.
bien sûr. Mais à 5 ans, on ne se maîtrise pas. S'il tape les filles, c'est qu'il a bien sûr des problèmes personnels, on va dire. Mais ce type-là, Rachid, qui tapait les filles, qui avait bien sûr une étiquette énorme derrière le dos, qui a redoublé 2 fois en primaire, il arrive en fin de CM1, et là, il y a le directeur d'école, j'ai la photo, je ne vais pas la mettre, un très beau directeur d'école, avec sa blouse grise, sa cravate, etc., qui le prend en main, et qui pendant 2 ans ne va pas le lâcher. Il ne va pas le lâcher. Donc le gamin, au lieu de déconner complètement, il est tenu. Il arrive quand même à passer en 6e parce que pendant 2 ans, vous avez un directeur d'école qui est là, qui fait son CM2 notamment, et qui tient sa classe. Donc ça c'est important. Je ne pense pas que ce soit... Alors bien sûr, je n'ai pas pu comparer, parce que quand je parlais avec l'Institut, c'était un site jeune retraité, et je lui dis, allez-vous maintenant, elle n'osait pas trop, bien sûr, elle n'allait pas débiner ses nouvelles collègues, mais elle me faisait comprendre, maintenant, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, parce qu'il n'y a pas ça, voilà, et je pense que si on veut questionner l'école, il y a ça quand même fondamental, puis ce recrutement débile à un Master 2, maintenant en plus c'est un Master 1, Master 2, c'est quand même aussi un tas de choses qu'il faudrait revenir sur les vocations d'enseignants. Voilà, je pense que ça a joué bien sûr un rôle fondamental dans la réussite des filles aînées, ce rapport positif à l'école qui vient aussi des enfants. Alors pourquoi pour les garçons ça marche aussi? Pour les garçons, ça marche en primaire. Ça marche tellement que le fameux Mounir, celui qui vote comme sa sœur, il est suffisamment bon élève en CM2 pour que la deuxième sœur, Leïla, qui est la chef de la famille, qui est la plus autoritaire que la sœur aînée, Leïla, lui fasse prendre en option au collège de quartier allemand première langue et latin. Ça veut dire qu'il était en CM2, il avait quand même des bonnes notes, des notes correctes. Mais ce qui est intéressant alors bien sûr, sur l'école, par exemple, c'était très intéressant de voir que les garçons étaient super évasifs. Je mettais du temps à la fin de parler de l'école, mais je revenais au bout d'un an, 6 mois plus tard, je revenais sur l'école. Ils ne voulaient pas en parler parce que bien sûr, c'est une énorme blessure. Ils ont tous entre 30 et 40 ans, ils sont tous ouvriers, qualifiés ou vendeurs, etc. Mais l'école, c'est vraiment c'est ce qui les empêche aujourd'hui de progresser. Parce qu'ils n'ont pas un niveau d'études suffisant pour être reconnus dans leur travail. Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, revenir sur l'école, c'est devoir accepter de dire aux sociologues, ce que va me dire Asdine, le chauffeur de bus RATP, que j'ai le plus vu, parce qu'il habite Paris, il me dit, c'est vrai Stéphane, j'ai déconné. Mais il a fallu 3 entretiens pour qu'il me le dise. Parce qu'au départ, c'est la faute du système, il me tend l'EP, etc. Mais après, j'arrive à comprendre qu'il est allé quand même en seconde générale et qu'il a tellement rien fait le premier trimestre qu'il a été effectivement viré du lycée et qu'on l'a mis en lycée professionnel. La mère a choisi un lycée professionnel privé pour éviter le pire, comme elle dit. Voilà. Donc globalement, pourquoi les garçons échouent scolairement? Ils échouent tout simplement à cause du collège et bien sûr à cause de la sociabilité de quartier, les garçons, la sociabilité masculine, les copains, le quartier, le sport, ils ne travaillent pas et bien sûr là il y a une différence d'éducation très forte. Les filles aînées sont assez tenues par la mère, les garçons, voilà, le reconnaissent, ils font ce qu'ils veulent. Et donc ils se retrouvent piégés, on pourrait dire, par cette histoire-là. Donc ça c'est aussi, et c'est pour vous dire, lien enquête monographique et enquête statistique de mémoire, la DEP, du ministère de l'Éducation nationale, fait une très belle enquête qu'on appelle l'enquête panel, qui suit 10 000 élèves de la 6e à la terminale. Et dans l'enquête panel 95, les gens qui entrent en 6e en 95, ça correspond aux filles cadettes, on s'aperçoit qu'en entrée en 6e, les garçons d'origine maghrébine, 45% sont en retard ou en moins dans le retard, les filles 27%. 27% contre 45%. Donc il y a déjà 18 points d'écart entre garçons et filles d'origine maghrébine dans ce critère très, très, très juste à l'époque du redoublement de primaire, parce que vous le savez, les résultats de primaire conditionnent les résultats du secondaire, etc. En général, globalement on a ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai montré sur un cas particulier approfondi d'une famille, bien sûr, ça correspond à des statistiques nationales. C'est pas une exception statistique, non. Il y a une véritable, ça correspond à une réalité sociologique. Alors, premier résultat, c'est ce deuxième résultat intéressant. Ça va, je suis pas trop long. Oui. Le deuxième résultat intéressant, c'est que ce qui m'a tout de suite frappé, c'est comme c'est une famille de 8 enfants, l'aîné 70, Samira, née en Algérie, la dernière Nadia, née en 86. Donc il y a les 2 aînés, 70-73, 3 garçons ensuite, 79, 80, 75, 81, et 3 filles, 83, 84, 86. Un tableau, là, peu importe. 16 ans d'écart entre l'aîné et la cadette. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai beaucoup travaillé, c'est dans la famille, les effets de génération sociale. En fait, les 2 sœurs aînées ont grandi en France dans les années 70-80 avant
l'augmentation très forte de la ségrégation sociale, spatiale, ethnique. Elles ont des copines françaises. Bon. Les sœurs aînées, les sœurs cadettes, 16 ans plus tard, elles grandissent dans ce qui est devenu les quartiers, ce que sont devenus les cités. À l'époque, c'est des quartiers HLM, mais ce ne sont pas des quartiers, ce ne sont pas des cités. Il y a une forme de mixité sociale, il y a encore des instituts, etc. Et bien évidemment, les deux sœurs aînées, et puis en plus, il y a le contexte des années 70-80, les deux sœurs aînées, dans le livre, je les appelle les héritières de la marche pour l'égalité, elles sont entièrement là-dedans. Hein, la deuxième sœur cadette, elle tenait les stands de l'humanité, de la fête de l'humain locale, elle luttait contre l'apartheid, elle luttait pour la Palestine, on a été prise dans cette sociabilité-là. 15 ans plus tard, tout ça s'est relativement effondré, et donc les cadettes ne sont pas du tout là-dedans. D'ailleurs, dans les entretiens que je fais entre les aînées cadettes, elles sont très proches à plein d'égards, mais aussi très différentes. Par exemple, les deux sœurs aînées, il n'y a pas une fois, quasiment pas une fois, où elles me parlent de racisme, de discrimination. C'est pas quelque chose qui les questionne, parce qu'elles n'ont pas été prises là-dedans. Elles ont, voilà, ce que me dira Samira, mais moi, la première fois où j'ai découvert le racisme, j'avais 20 ans. Parce qu'un jour, en descendant au bloc à l'hôpital, à l'hôpital, il y a une chef infirmière, une cadre infirmière, qui s'est gaussée de moi parce que j'ai dit-elle, elle parlait fort à un patient qui allait au bloc, et la dame lui a dit, de manière très peu amène, c'est toujours pareil avec vous, parlez trop fort. Hein, vous, les Arabes. Hein, mais j'avais 20 ans, je tombais de nulle. C'est la première fois qu'on disait ça de moi. Hein, mais elle avait 20 ans. C'est-à-dire que là aussi, elle s'est construite, voilà, sans cette idée, le racisme. Le garçon, Rachid, bon, qui tapait les filles, d'accord, mais quand on lui trouve un stage dans un restaurant, dans cette région un peu touristique, ça se passe bien la première semaine, le lundi il commence, mais le vendredi soir, la patronne, qui est sympa par ailleurs, hein, lui dit, bon, Rachid, c'était bien, mais franchement, lundi, excuse-moi, mais je ne peux pas t'appeler Rachid, ça passe pas auprès des clients, je vais t'appeler Bernard. Voilà. Donc, c'est un beau prénom. C'est un beau prénom, porté par les meilleurs. Mais voilà, ça n'empêche que, voilà, justement, et eux, ils ne sont pas dans la victimisation. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils ne supportent pas ces discours-là, mais quand même, globalement, quand on regarde de près, pareil, pour celui qui est chauffeur de bus RATP, un matin à 6h du mat, il va bosser, il fait froid, il met sa doudoune, et il arrive dans le métro, il travaille dans le gare du Nord, et dans le métro, paf, il voit arriver sécurité RATP, il dit, ça y est, c'est pour moi. Voilà, ils arrivent sur lui, tac, ils le font sortir, ils le palpent, ils le mettent contre le mur, et tout d'un coup, quand ils le découvrent, ils voient qu'il y a marqué RATP. Et il dit, t'aurais dû nous le dire, t'es de la maison. Oui, mais je voulais voir. Ouais. Donc voilà, ça c'est bien sûr important aussi. Il n'y a pas que là, c'est-à-dire que les garçons ont dû, et le rôle fondamental dans cette famille, c'est bien évidemment les sœurs passent leur temps à les rassurer. Face à ce qui est une blessure, les actes et les conduites racistes sont des blessures fortes. Mais là, il n'y a personne pour mettre de l'huile sur le feu. Hein, c'est pas la France est méchante, la France est raciste. Non, c'est les sœurs aînées qui disent non, voilà, ben, t'es tombé sur un con, t'es tombé sur une conne, voilà, ça va s'améliorer, tu vas voir. Voilà. Elles ont joué un rôle majeur, bien sûr, pour permettre à leurs frères de lutter contre ce racisme ambiant. Je finis. Ça va? Très bien. Oui. Il y a juste une allez-y. Pendant ce temps, je bois un coup. Juste une chose, parce que j'ai vu votre présentation. Là, vous parlez des parcours professionnels. Si je me souviens bien, les filles sont mariées avec des Algériens et les garçons sont avec des Français. Voilà. Donc la question qui surgit forcément, c'est de dire, cette famille immigrée algérienne, elle emprunte, on pourrait dire, elle est double, elle est à la fois famille populaire et famille algérienne. Ce qui m'intéresse, je disais toujours ça, j'ai fait une présentation comme ça dans une formation continue de prof de SES à Dijon, et il y a un type, un prof de SES très sympa, qui n'a pas osé le dire en public, qui est venu me voir à la fin, il m'a dit, vous savez monsieur, Samira Belloumi, c'est mon père. Mon père a la même histoire, exactement. 8 enfants, fils de paysans, c'est l'aîné, et miraculeusement, il a pu faire des études, il est devenu institut, mais c'est la même histoire. J'ai dit oui, donc c'est intéressant de voir que famille populaire, voilà, c'est la question que vous avez posée au départ, bien évidemment, il n'y a pas 50 000 façons de réussir sa vie relativement, si on est, à part les rares qui peuvent être self-made, patron, voilà, c'est l'école. Tout passe par l'école. Et ça, on le sait depuis un siècle. Les classes populaires qui réussissent passent par l'école, pour la plupart, ou parfois des métiers d'indépendants, mais globalement, aujourd'hui, c'est par l'école. Hein. Donc, cette famille Belloumi, elle est une famille populaire, avec un tas de caractéristiques qui sont semblables aux autres familles populaires, absence de capital culturel des parents, etc., vie HLM, etc. Mais
Mais là où elle est aux familles immigrées, c'est que, j'ai oublié de dire ça qui est très important, c'est une famille qui revient 2 mois par an en Algérie. C'est pas une famille coupée d'Algérie. C'est une famille qui fait les allers-retours. Ils ont acheté une maison, dès qu'ils ont pu, ils ont investi une maison à Mostaganem. Ils se retrouvent 1 mois et demi, 2 mois, les enfants, dès 2 mois par an. Donc bien sûr, c'est pas une famille qui a coupé les liens avec l'Algérie. C'est aussi une famille dont les enfants, notamment les 2 sœurs aînées, ont vécu et ont tout à fait conscience de ce qui s'est passé dans les décennies noires, puisqu'elles ont 20 ans. Quand elles reviennent en Algérie, elles voient, il y a un des oncles maternels qui devient barbu, Front islamique du salut, qui balance une gigantesque baffe à sa fille devant Samira à 13 ans parce qu'elle est en jupe et qu'elle revient de la plage en jupe. Donc voilà, Samira s'aperçoit de ça. Voilà, elles ont été socialisées aussi et profondément marquées par ce qui s'est passé en Algérie des années 90. Donc elles sont immigrées aussi à ce niveau-là, c'est l'immigré qui a cette histoire-là, et puis bien sûr pour le choix du conjoint, et là l'écart est majeur, puisque les 3 garçons ont vécu ou vivent avec des femmes dites françaises, mais les 5 filles, 4 filles qui se sont mariées, se sont toutes mariées avec des hommes d'origine algérienne ou d'origine algérienne, et dits musulmans. Donc ça c'est la norme familiale absolument impossible à transgresser. C'est ce que me dira les 2 aînés. Nous, il se trouve que c'est une famille aimante, on aime bien nos parents, le père est adorable, etc. On n'allait pas lui faire ça. Un jour, en entretien, je dis à Samira, parce qu'elle est dans un collège, elle faisait arabe, 3e langue, donc elle est dans un lycée de centre-ville, à Chichi, etc. Et donc, je dis, mais comment ça va arriver, quand vous tombiez amoureuse en première ou en terminale, comment vous faisiez? Eh bien, je ne tombais pas amoureuse. Je savais qu'il ne fallait pas que je tombe amoureuse. Donc je m'interdisais totalement de tomber amoureuse. Donc là aussi, si on veut creuser ces histoires-là, bien sûr, parce qu'il y a des fameuses enquêtes, et ça c'est un truc important à dire, sans entrer dans la logique à l'heure actuelle ou causeur, mais bien évidemment, aujourd'hui on dit qu'il y a une mixité des mariages, mais c'est une mixité qui est fausse, parce que des enfants immigrés, une fille immigrée algérienne comme Samira ou Leïla qui se marie avec un Algérien, ça fait un mariage mixte. C'est pas un mariage mixte, globalement. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un cas de figure où la norme très forte du mariage endogame, on se marie, est respectée. Et parfois, les 2 sœurs, nous, on a des copines qui ont réussi à se marier avec des Français parce qu'elles étaient en mauvais terme avec leurs parents. Donc, quitte à être en mauvais terme, cette question du mariage, on se marie avec un Français et on rompt pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avec la famille, et puis on revient avec les enfants. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens juste à... J'ai répondu à la question ? Oui, très bien, oui. Alors, dernier point, en fait, c'est une sorte de suite du livre. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai obtenu du CGET, le Commissariat Général à l'Égalité du Territoire, un contrat de recherche qui s'appelle une enquête de réception, où donc je vais dans les lycées, où les profs de SES ou d'histoire ont fait lire une partie du livre aux élèves, et donc j'ai présenté le livre avec un PowerPoint, et après on a 1 heure de débat, donc j'ai fait ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup de retours, je sollicite des retours écrits des élèves. Donc voilà, je vais vous donner quelques extraits pour vous montrer finalement, il y a un double retour, pour donner d'abord les résultats. Pour les enfants d'immigrés, bien sûr, c'est majeur, c'est qu'en fait, enfin une histoire qui nous raconte. Afida, elle habite une cité HLM en Montfermeil, élève de seconde, je la rencontre au lycée du Rincy le 10 avril 2018. Votre conférence m'a beaucoup plu, elle m'a donné envie d'apprendre davantage de choses en sociologie. Votre livre explore tout un monde oublié qu'on accable tous les mois en France. Pina, elle est de terminale S d'origine turque à Valence, ça c'est au mois de janvier 2012. Je ne pensais pas que ça allait être aussi intéressant, j'ai vraiment trop aimé. Le fait que Samira a fait école maison entre guillemets, ce que j'avais raconté, école maison, elle n'a pas d'autre lieu. Le fait qu'elle soit aussi allée en ES comme moi, le fait qu'elle n'a pas le droit d'aller en soirée, ça m'a rendu fier de savoir qu'elle a réussi à avoir un bon métier, ça m'a donné la rage de réussir. Donc il y a une logique très forte d'identification qu'on retrouve Souida, pareil. Et alors là où c'est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que là c'est trop beau, hein, ça c'est un conte de fées. Donc parfois, heureusement, il y a des réceptions plus difficiles. Donc là c'était un lycée à Lyon qui recrute à la fois sur une cité HLM où il est installé, mais en bas, en contrebas, il y a des pavillons où il y a encore des familles françaises qui scolarisent leurs enfants dans ce lycée mixte, on va dire. Et l'un d'entre eux, un de ses élèves, j'ai su ça par la prof, c'est anonyme bien sûr, ressenti. C'était globalement correct, très animé de votre part. On voit que vous êtes impliqué. Ce que vous avez dit confirme les pensées les plus profondes. Reproche. Ce que vous avez dit est certes correct, mais je trouve que vous cédez un peu trop aux sentiments. Il faut que vous ayez plus de recul quand vous évoquez des faits, cordialement.
Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un élève qui, bien sûr, dit mais ces Belloumi, ils n'existent pas. C'est du pipeau. Hein. Moi, je connais les mecs de la cité, les familles afghanes du lycée où je suis, c'est pas ça. Hein. Donc voilà, ils contestent la représentativité, bien sûr, de ce qui n'est pas un échantillon. Hein. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Puis le dernier exemple que je trouve très intéressant, là, c'est tout en haut, c'était les deux profs de ES du lycée Henri IV à Paris. En première, on donnait à lire le livre pour l'année terminale. Donc je suis allé en mois de décembre à Henri IV dernier présenter le livre devant ces deux classes de terminale ES. Et là, c'est un élève qui est un très bon élève. Voilà ce qu'il dit. J'ai lu La France des Belloumi pendant les vacances de l'été 2012. Le livre nous avait été conseillé par notre professeur de SES. C'était le premier livre de sociologie que je lisais intégralement. Et j'étais fasciné tant par l'objet que par la méthode. Premièrement, le livre est une arme politique. On comprend beaucoup de choses dans votre livre. L'importance de l'école en fait partie, et du fait de mon statut lycéen, tous les passages sur l'école ont pu m'inciter à réfléchir sur mon propre parcours scolaire et les Belloumi que j'avais pu y rencontrer. Et là, la fin est très belle. Et je pense que quels que soient les milieux dans lesquels j'évoluerai plus tard, j'aurai toujours en tête l'influence que mes actions auraient sur des Belloumi en France. C'est intéressant de voir. Voilà, quand je serai président. Il est déjà, voilà, quand je serai président. Donc, c'est un bon cœur. Donc, je finis sur la conclusion. C'est un très beau livre d'entretien de Stora avec le romancier Alexis Génie qui dit « Si l'on veut sortir de cette crise identitaire où nous sommes, il faut agrandir l'histoire de France pour que nous puissions avoir une histoire commune avec tous ceux qui composent la France et pour empêcher que se perpétuent ces tensions dues à un passé impossible à raconter. Il nous faut agrandir notre passé afin que l'histoire de notre ancien empire colonial fasse pleinement partie de l'histoire de France. » Alexis Génie, page 28, Les Mémoires dangereuses, Albin Michel, 2016. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Nous avions reçu Benjamin Stora sur l'Algérie et sur la mémoire impossible à revivre, à recréer. Et ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. Je vous propose de passer aux questions, à vos je vais citer ça. Si jamais vous n'avez jamais lu ce petit livre d'un des plus grands sociologues du XXe siècle, Norbert Elias, par lui-même, achète pluriel, 7,50 €. Et il y a à la fin un passage extraordinaire, un texte extraordinaire, je trouve, qui s'appelle Notes sur les Juifs. Donc c'est un juif allemand qui a compris, qui est en 97, en 33, donc il a 36 ans, il a compris que Hitler allait faire mal, donc il quitte l'Allemagne pour venir en France et en Angleterre. Et ensuite, il a fait des travaux absolument fondamentaux en sociologie. Donc ce chapitre Notes sur les Juifs, c'est un travail remarquable sur une sociologie du racisme, la tension entre ce qu'il appelle les groupes établis et les groupes marginaux. C'est un très très beau livre qui explique beaucoup de choses. Bien, à vous, Marie-Claude Blais. C'est juste une question d'information, vous en avez peut-être parlé dans le livre, mais par rapport à ce parcours d'intégration, quel était le projet de cette famille, des parents d'abord, des enfants ensuite? Vous dites qu'ils ont construit des maisons en Algérie. Est-ce qu'ils avaient l'intention de les reprendre un jour ou pas?